dit. Je me présente plus officiellement. Maude Léonard, je suis professeure au département d'organisation et ressources humaines à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Je travaille dans une équipe de recherche sur la gestion des entreprises sociales et collectives. Ça me fait plaisir là, de vous accueillir dans l'atelier sur l'économie sociale, l'économie circulaire, les articulations aussi avec des aspects de finances solidaires. Comme je l'ai dit aux différents panélistes, je leur laisserai un petit 5 minutes là, maximum pour peut-être faire un résumé ou en ressortir les éléments clés là, de leur présentation. Puis j'irai dans l'ordre des présentations, des résumés là, qui vous étaient présentés. Alors, on a la présentation du trajectoire du crédit communautaire au Québec, innovation, résistance et recomposition de Suzanne Tremblay, Marie Langevin et de Marco Alberio. Alors, je vous laisserai voir qu'est-ce que vous avez à nous ajouter là, à votre présentation. Merci Maude. Alors, c'est moi qui a hérité du défi de faire un sprint en 5 minutes pour essayer de recadrer l'essentiel de notre recherche. Alors, on travaille sur la trajectoire du crédit communautaire au Québec, innovation, résistance et recomposition. Comment tout ça a émergé, c'est que nos différentes expertises sur le développement local, le travail et l'emploi, l'innovation sociale, mais aussi sur la microfinance ou le microcrédit, et là je le précise d'emblée, au Québec, on appelle cela le crédit communautaire. Toutes ces expertises-là nous ont amené à cerner un puzzle, en quelque sorte, qu'on a souhaité réassembler. Et c'est de cette façon-là qu'on le pose dans l'introduction du papier. La microfinance a été mise en œuvre à l'origine dans une perspective de finance solidaire, autant en Europe, en Amérique du Nord que dans les pays du Sud. Au fil des décennies, sous la pression des acteurs dominants du développement néolibéral, mais aussi au contact d'investisseurs d'impact, la microfinance s'est progressivement commercialisée et financiarisée, ce qui a transformé la raison d'être des organisations qui offrent le microcrédit aux populations pauvres au Québec, qui a transformé, excusez-moi, la raison d'être des organisations à travers le monde. Ceci dit, au Québec, on remarque que le modèle a été mieux préservé. La microfinance est encore ancrée dans le champ de la finance solidaire et elle se base sur des petites organisations dédiées au crédit communautaire, une pratique de développement local. Et dans notre chapitre, on s'intéresse donc à la trajectoire historique d'évolution du microcrédit à la québécoise, aux spécificités de ce modèle-là et à la manière dont les organismes de crédit communautaire contribuent, selon nous, à formuler des réponses à des éléments de crise affectant le marché du travail, ce qui pourrait au moins en partie expliquer la résistance ou la résilience de la spécificité de ce modèle-là, comparativement aux évolutions de la microfinance à l'échelle globale, et non qu'on était face à un modèle atypique et particulièrement résilient, en particulier dans sa capacité d'apporter des solutions de type innovation sociale. Dans notre papier, on aborde ça en 3 points. D'abord, une remise en contexte à la fois macro, mais aussi mésolocal, dans lequel les pratiques s'insèrent et ont évolué, et une autre portion sur la spécificité même du modèle de crédit communautaire québécois. Dans la remise en contexte global, on situe la microfinance dans une émergence, si on veut, des pratiques modernes dans les années 70 dans les pays du Sud, des programmes mis sur pied par les ONG dans le cadre de la lutte à la pauvreté. On souligne également le rôle de la Banque mondiale qui a inséré ces programmes de lutte-là dans les années 90, en particulier dans le cadre des programmes d'ajustement structurel et des surplus pour être capable d'absorber les surplus de main-d'œuvre. On met en évidence, par ailleurs, les processus de transformation, comme je le disais là en intro, qui ont changé le paradigme de la microfinance, qui ont donné lieu à un modèle qui est maintenant de plus en plus éloigné des pratiques de développement socio-économique pour se concentrer essentiellement sur l'octroi de crédit, et ce, par des organisations qui ont été commercialisées et en partie financiarisées. Et on réfère dans ce contexte-là aux dérives de la microfinance, entre autres sur les crises de surendettement. Concernant l'émergence du modèle dans le contexte précis du Québec, on le situe dans les transformations sociales, démographiques et économiques qui ont modifié le capitalisme social depuis les années 70. On a tenu compte en particulier des 3 piliers du processus en suivant Esping Anderson, marché du travail, État, famille et communauté, et pour faire des liens avec l'émergence du crédit communautaire dans ce contexte-là et l'émergence des politiques de développement régional, développement local au Québec. Donc, on retient au niveau, par exemple, de l'action publique, on a vu apparaître dans ces années-là les politiques de développement local, de développement économique communautaire, qui ont donné un rôle, si on veut, à ce type de pratique-là.
On souligne aussi au niveau du pilier communautaire dans le modèle québécois, on remarque le rôle de la communauté, pas uniquement dans les services socio-sanitaires, mais également dans le domaine de l'employabilité et de l'insertion socio-professionnelle. Et donc, ce qu'on met en évidence, c'est que c'est dans le contexte de la crise de l'emploi que l'entrepreneuriat est devenu une des voies possibles pour le développement de l'employabilité et que les premiers organismes de crédit communautaire au Québec ont été fondés pour soutenir le crédit entrepreneurial destiné aux personnes plus fragilisées et qu'on a vu l'apparition, notamment à Montréal, avec la première association communautaire de l'emprunt dans les années 90. C'est un modèle qui a essaimé à travers la province. Aujourd'hui, on compte une quinzaine d'organisations. Concernant la spécificité du crédit communautaire québécois, en une minute et demie, qu'est-ce qu'on retient? C'est quand on cherche à cerner qu'est-ce qui rend ce modèle-là si particulier, c'est qu'on découvre l'ancrage dans l'économie sociale et plurielle. Donc, un ancrage comment dans l'économie sociale, économie communautaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment un modèle particulier qui va utiliser l'accès au microcrédit pour permettre aux promoteurs de projets d'entamer une démarche vers l'entrepreneuriat dans une perspective d'inclusion sociale et économique. Et l'accompagnement de proximité, c'est un outil très spécifique qui va permettre de créer un modèle de développement axé vers la durabilité et qui va se fonder sur des rapports et des liens de confiance établis entre les promoteurs de projets et les conseillers qui œuvrent dans les organismes. Et le dernier élément vraiment spécifique, c'est le fonds de capitalisation de chacun de ces organismes-là qui sont amassés dans un esprit de solidarité à partir des dons et des investissements qui proviennent des diverses sources dans les milieux locaux et régionaux. Donc, on est vraiment loin des dérives de commercialisation, de financiarisation qu'on a vu à travers. Et c'est ces aspects-là qui font, selon nous, en sorte qu'on peut identifier la capitalisation locale à un ancrage du crédit communautaire dans l'écosystème de l'économie sociale et solidaire et plus largement du développement économique communautaire. Là, je n'ai pas le temps d'approfondir sur les conclusions, mais on trouvait ça intéressant de notre côté de pouvoir souligner qu'il y avait quand même des paradoxes qui étaient importants, c'est-à-dire qu'on voit, oui, des pratiques qui sont inscrites dans le courant de l'économie sociale et solidaire, mais qui en même temps vont avoir une tendance à soutenir une forme d'inclusion économique en insistant sur des solutions de l'entrepreneuriat qui sont selon nos données particulièrement individualisées, c'est-à-dire que l'essentiel des projets entrepreneuriaux qui sont soutenus par ces organismes-là vont reposer sur des formes d'entrepreneuriat autonome et qui sont pas étrangers à des formes de vulnérabilité socio-économique par ailleurs. Voici pour l'essentiel de ma mission de résumé de tout en 6 minutes. Désolée, Maude. Merci. J'essaye. D'activer mon micro. Ah, moi qui essaye d'activer mon micro, ça va bien, ça rajoute à ce temps. Merci beaucoup, Marie. Merci pour ce résumé très rapide, mais consistant. Je continuerai avec justement Martine Vizina, avec la présentation qui compte avec Emmanuel Rofflet et Marie-France Bellemare sur les entreprises d'économie sociale comme acteurs dans une économie circulaire, modèle d'affaires, constats et défis. J'ai partagé mon écran, ça va me permettre d'utiliser moins de mots. Vous voyez l'écran? Oui? Oui? OK, super. Donc, alors, vous m'entendez? Bon, ça va bien. Cette conférence, c'est étudiant, en fait, avec Marie-France Bellemare, qui était hôtesse, qui est maintenant directrice générale d'Incertain, et Emmanuel Rofflet. Donc, en fait, ça s'inscrit dans un projet de transfert, et puis là, qu'est-ce que j'arrive pas à changer? Donc, l'objectif, vous le voyez ici, et ça part un peu de deux observations. D'une part, en fait, ce qu'on voit quand même, c'est que l'économie circulaire, et le projet, donc, date de peut-être 3 ans, c'est-à-dire a commencé il y a 3 ans. Donc, l'économie circulaire connaît un intérêt certain et probant en Occident. Donc, il y a des régions, des pays qui adoptent des lois sur l'économie circulaire, des centres de recherche sur l'économie circulaire, des programmes de financement en économie circulaire. Donc, premier constat. Et deuxième observation, c'est qu'on voit depuis plusieurs années aussi beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui apparaissent, se développent et qui sont actifs sur ce qu'on appellerait aujourd'hui des stratégies d'économie circulaire.
donc, beaucoup de ces entreprises mettent en avant des stratégies d'économie circulaire. Mais dans la littérature, en économie circulaire, on fait très, très peu référence, en fait, ni aux entreprises d'économie sociale, ni à la question même des modèles de gouvernance. On va s'intéresser à la dimension technico-économique, à la dimension territoriale, mais pas du tout aux véhicules qui portent l'économie circulaire. Et derrière, on prend un peu pour acquis que c'est le modèle de l'entreprise capitaliste qui va porter cette économie circulaire-là. D'ailleurs, certains vont souvent dire pourquoi est-ce qu'on parle du développement durable pour aller vers l'économie circulaire, mais certains vont dire que c'est plus attractif pour l'entreprise capitaliste de parler d'économie circulaire que de parler de développement durable où on est plus dans des principes, etc. Donc, on voit bien que derrière, il y a quand même une idéologie qui est celui, sans que ce soit jamais nommé, du modèle d'entreprise capitaliste comme porteuse ou en tout cas comme véhicule de l'économie circulaire. Donc, c'est un peu cette question-là de fond qui est derrière avec ce projet. Est-ce que les valeurs sont portées par l'économie sociale et surtout les modes de fonctionnement des entreprises d'économie sociale qui en découlent pourraient permettre d'exploiter des gisements qui ne seraient pas attractifs actuellement par d'autres modèles de gouvernance privée ou publique? C'est un peu la question qu'on a derrière. C'est un grand champ. Et donc, pour ça, donc, on a mis en place ce projet. Donc, c'est un projet de transfert et de diffusion et qui a émergé d'ITIES, donc de deux groupes de transfert, en fait, deux instituts de transfert, l'ITIES en économie sociale, mais aussi l'EDEC qui est devenu aujourd'hui le CERIEC, qui est un institut de recherche sur l'économie circulaire. Donc, on mettait ensemble des chercheurs plutôt d'économie circulaire, je dirais même plutôt scientifiques, classiques, avec pas que des chercheurs, mais des experts aussi, et de l'autre côté, un peu l'écosystème de l'économie sociale. Donc, c'était, je dirais déjà, assez original, ce projet de transfert, et donc qui est mené sous l'égide de ces deux groupes-là, et qui, c'est un projet qui, dans sa première mouture, voulait se faire en deux phases, et il y a une troisième mouture qui va démarrer en juin. Donc, dans un premier temps, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, documenter des expériences d'entreprise d'économie sociale en économie circulaire. Et la deuxième étape de ce projet-là, c'est une phase d'expérimentation, d'accompagnement de certaines entreprises d'économie sociale en économie circulaire, dans la perspective, évidemment, de développer, d'expérimenter des modèles qui pourront après être mis à l'échelle. Alors, ça nous amène un peu à cette méthodologie très, très rapidement. Donc, une recherche partenariale, une recherche de transfert, où il y a de la connaissance qui se crée entre les chercheurs, entre les experts, entre les chercheurs et les experts, entre l'économie sociale et l'économie circulaire. Donc, on a vraiment du transfert de connaissances à plusieurs niveaux, donc une enquête auprès de plusieurs entreprises. Et donc, cette perspective de co-construction, très rapidement, est surtout encadrée par une gouvernance de projet où sont présents des chercheurs, des experts, des praticiens et des conseillers en transfert à différents niveaux. Je ne parlerai pas des différents modèles d'affaires que nous avons identifiés. Vous pourrez, ils sont décrits dans le texte. Mais ce sur quoi je veux peut-être insister, c'est quelques constats généraux auxquels on arrive et qui c'est une analyse préliminaire. Je vous dirais que l'idée de modèle d'affaires, ce n'était pas un objectif comme tel de l'étude, mais c'était plutôt une façon un peu de classifier ce qu'on observe en économie sociale, qui est d'une grande diversité, pour après ça en tirer quelques éléments peut-être de spécificité et de généralité. Donc, quelques éléments. Donc, excuse-moi de t'interrompre, justement pour si tu veux nous faire, le temps file, alors, si tu veux nous faire ces constats-là, puis que ça participe à la conversation. Merci beaucoup. C'est ça. Donc, une diversité des entreprises d'économie sociale en économie circulaire. On constate aussi que dans ce monde de l'économie circulaire, elles ont un fonctionnement qui est plutôt cohérent et aligné avec ce que sont les entreprises d'économie circulaire, d'économie sociale, une certaine fragilité économique.
et qui nous amène à penser qu'elles répondent peut-être plus à une demande sociale, voire sociétale, qu'à une demande de marché, comme on pourrait le trouver du côté de l'entreprise capitaliste. Et donc, une dynamique entrepreneuriale, réellement, qui est d'exploiter des gisements qui apparaissent être délaissés par les autres types de véhicules en économie sociale, un enjeu d'échelle et d'intensité capitalistique, peut-être plus que ce que on observe dans l'économie sociale de services, un enjeu aussi de requalifier de la main-d'œuvre, puisqu'on est souvent dans des métiers en disparition et que les activités sur lesquelles elles peuvent permettre de mieux boucler une boucle d'économie circulaire, eh bien, il y a une disparition de compétences et de qualifications. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'elles ont tendance aussi à avoir une multiplication de leur stratégie de circularité pour deux raisons. Pour assurer leur viabilité financière, mais aussi dans une perspective d'ancrage territorial beaucoup plus fort. Et ce qu'on observe finalement, c'est vraiment des alliances à la fois intersectorielles, intra- et interrégionales. Donc un mode de consolidation, de développement ou de pérennisation qui est beaucoup sur des modes de coopération. Et j'arrête ici. Merci beaucoup, Martine. Écoute, on sait que c'est un tour de force là, de ramener vos travaux déjà au départ à 10 minutes et maintenant à 5 minutes. Alors, merci pour ce tour d'horizon. Je voudrais poursuivre avec le papier de l'équipe de Raphaël Ziegler, Marie-France Bellemare à la fois, Kourouche Béragne, Cynthia Poirier et Emmanuel Rofflet. On m'a dit que c'est Cynthia là, qui va nous présenter ce résumé. Alors, je vous laisse la parole. J'ai pas dit le titre, là. Economic Democracy and Circular Economy, Synergies and Tensions, an exploration of the intersection of social economy and circular economy in Quebec. Ça pratique mon anglais. Merci. Je vous laisse ça. Merci, bonjour à tous et à toutes. On m'entend bien? Oui. Donc, nous, on s'est demandé à qui appartient l'économie circulaire. Donc, dans notre recherche exploratoire qui porte donc sur le potentiel de synergie de tension en contexte québécois entre l'économie circulaire et l'économie sociale avec leur pratique de démocratie économique. Donc, l'économie circulaire est un aspect important de la transition écologique. Comme on le sait, nos limites planétaires nous obligent à revoir considérablement nos procédés ainsi que nos manières de consommer. L'économie circulaire est perçue souvent comme étant technique et opérationnelle. Il s'agit pourtant d'une innovation sociale parce qu'elle propose des solutions qui demandent de réinventer la manière de faire les opérations, tant dans les interactions sociales, que ce soit l'inclusion des employés dans les décisions ou dans leur relation entre entreprises dans l'écosystème. La main-d'œuvre et la matière première seraient plus locales, permettent aussi des circuits courts et des synergies industrielles de proximité, comme par exemple dans l'industrie du textile et de la technologie. Donc, notre champ d'intérêt portait sur la gouvernance inclusive, partagée et participative que semble apporter l'économie sociale à l'économie circulaire, que l'on trouvait très intéressant. Nous nous intéressons donc à la relation instrumentale et solidaire de l'organisation démocratique pour l'économie circulaire. Donc, au niveau de la méthodologie, on s'est basé à partir des données du TIES sur le projet que Martine Vézina vient de mentionner. Et donc, on en a fait 4 arguments. Donc, les 2 premiers arguments sont basés à partir des travaux d'Isabelle Ferreras et de ses collaboratrices dans le manifeste de travail démocratisé des marchandises et des pollués qui est sorti donc en 2020. Les 2 derniers proviennent de différentes littératures et discussions approfondies que nous avons donc constaté des points communs. Fait que les 4 arguments à l'étude, c'est donc le premier, c'est les travailleurs se soucient plus du capital alors que le capital est mobile. La main-d'œuvre a tendance à vivre là où la production a lieu et a donc une motivation pour la protection de l'environnement. Le deuxième, c'est que le passage de l'économie de service exige que les travailleurs aient leur mot à dire. Donc ici, on s'est intéressé spécifiquement à qui a leur mot à dire et dans quel contexte. Le troisième se situe plus au niveau de renforcer l'économie régionale au sens large.
Donc, l'économie circulaire favorise la création d'emplois au niveau local et donc du capital social. Ici, on s'est intéressé donc aux lieux physiques où les organisations et le lieu des activités économiques et de leur portée donc communautaire. Le dernier, c'est que l'économie sociale place donc les gens avant le profit, ce qui permet aux travailleurs d'avoir un souci pour l'environnement, la nécessité d'adapter aussi les chaînes de valeur dans une transformation vers l'économie circulaire. Il y a plusieurs résultats intéressants qui découlent de cette recherche-là, puis je vais vous en mentionner quelques-unes. Donc, en regardant de plus près les données, on découvre qu'il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui nous conduisent à des organisations d'insertion sociale. Ça démontre bien un nouvel aspect social qui se développe au sein des entreprises d'économie circulaire, pourtant bien connues pour leurs aspects techniques. Il y a donc ici un potentiel intéressant pour la main-d'œuvre technologique locale auquel les entreprises de haute technologie ne penseraient pas. L'argument de renforcer l'économie régionale s'illustre très bien ici avec l'insertion professionnelle qui joue un rôle potentiellement important pour une économie régionale plus inclusive. Parce que sans ces types d'emplois, peut-être que ces personnes-là n'auraient pas de travail autrement. Dans la même veine, un sous-ensemble d'organisations à l'étude incarne pleinement ces changements d'avoir leur mot à dire. Par exemple, les éco-concepteurs, parce qu'ils ont des compétences particulières qui nécessitent donc leur opinion dans les prises de décision. Pour conclure, je vais sur une réflexion que j'aimerais vous partager. Donc, l'économie circulaire, comme on l'a dit, appelle à changer les procédés, les opérations, mais aussi à changer nos rapports entre entreprises d'une manière plus collaborative. Est-ce qu'il y a le potentiel d'innovation sociale? Est-ce qu'on parle, tu sais, on parle de synergie industrielle quand elles sont complémentaires d'un point de vue opérationnel, mais est-ce que c'est possible de créer donc des synergies sociales? Peut-être sous une forme d'économie circulaire solidaire, où pourraient s'ancrer localement différents acteurs dans un but commun, dans des idéologies communes, de travailler, de décider ensemble plutôt que chacun de leur côté, reproduisant ainsi un modèle économique traditionnel. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Cynthia. Alors, je veux poursuivre pour qu'on laisse toute la place à la discussion. À Myriam Michaud et Luc Audebrand de l'Université Laval sur le paradoxe expertise-représentation dans la gouvernance des entreprises d'économie sociale. Alors, à vous. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Maude? Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Oui. Bon, d'accord. Alors, merci à tout le monde d'être ici avec nous. Comme Myriam devait enseigner aujourd'hui toute la journée, c'est moi qui ai eu le mandat de présenter le papier, mais c'est un article qui est tiré de sa thèse, qui porte donc sur la gestion des paradoxes, du paradoxe expertise-représentation dans les conseils d'administration bénévoles et élus. Et donc, on se demande si on s'en va vers une nouvelle forme de gouvernance professionnalisée. Donc, le contexte général de notre recherche, c'est la professionnalisation de la gouvernance des coopératives et des autres entreprises d'économie sociale. La professionnalisation dans un contexte où les entreprises ont des prises de décision qui sont en contexte collectif, démocratique, fondé sur la personne plutôt que le capital, un membre, un vote, un CA qui est élu par et parmi les membres. Vous connaissez tous ça. Quand on commence à s'intéresser à la notion de professionnalisation, il y a 3 aspects à la professionnalisation. Et ces 3 aspects complémentaires. Un premier aspect à la professionnalisation, c'est le fait que de plus en plus, les organisations d'économie sociale adoptent des façons de faire, des procédés, des processus, des structures qui s'éloignent de plus en plus, évidemment, de l'amateurisme et qui se rapprochent de plus en plus de ce qu'on retrouve dans les compagnies à capital action. Donc, c'est une première forme de professionnalisation dont on parle dans la littérature. Une deuxième forme de professionnalisation, ce sont les CA eux-mêmes comme entités qui deviennent de plus en plus professionnalisées, notamment à travers des cours, à travers des pratiques qui sont adoptées, des CA qui sont un peu plus corpaux. Et finalement, une troisième forme de professionnalisation, c'est celle des acteurs eux-mêmes, des administrateurs et des administratrices qui voient leur rôle sur un CA qui est de plus en plus professionnalisé. Donc, ce sont des professionnels et ils ne font pas ça juste en dilettante. Donc, ce sont 3 pressions
Nous avons voulu donc voir un peu comment ça fonctionne, comment les entreprises d'économie sociale parviennent-elles ou pas à se professionnaliser. Donc, quelles sont les tensions, quelles sont les stratégies? Et est-ce qu'on peut avoir une professionnalisation proprement coopérative ou proprement d'économie sociale? À cela, il faut rajouter une autre couche. Donc, il y a ce fameux paradoxe expertise-représentation qui est classique dans la gouvernance. D'un côté, il y a la représentation. On veut que les CA des coopératives et des entreprises d'économie sociale soient représentatifs de la communauté, des membres. Mais d'un autre côté, on cherche à avoir des membres de CA qui sont experts. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parle de la tension représentation-expertise. C'est cette fameuse tension-là qui existe toujours dans les entreprises d'économie sociale. À cela, il faut rajouter un autre élément qui n'est pas trop parlé dans la littérature, c'est le fait que la plupart des CA des entreprises d'économie sociale sont des CA bénévoles. Évidemment, il y en a, ou ceux qui ne sont pas bénévoles, on peut dire que ce n'est pas une contrepartie pleinement équivalente. Donc, c'est bénévole ou quasi bénévole. Donc, ça vient rajouter une autre couche à cette tension entre expertise et représentation. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans nos entrevues avec des membres de CA, avec donc 2 membres de CA sur plus d'une vingtaine d'entreprises d'économie sociale? On a trouvé donc ces fameuses pressions à la professionnalisation des organisations, des CA et des individus. Et on a vu que ces pressions percolaient au sein de l'organisation. Donc, de l'organisation, du CA et des individus. Ce qui entraîne évidemment d'abord des paradoxes ou des tensions au sein de l'organisation. Donc, les premières tensions, c'est entre est-ce qu'on sélectionne les membres ou on laisse l'élection tout à fait libre. Donc, c'est une première tension qu'on trouve dans les organisations. Une deuxième forme de tension, c'est la tension entre la diversité et la représentation. Alors, d'un côté, les bonnes pratiques nous disent qu'il faut avoir des CA de plus en plus diversifiés, mais de l'autre côté, on nous dit il faut que les CA des entreprises d'économie sociale représentent leurs membres. Donc, si les membres ne sont pas diversifiés, on ne peut pas demander d'avoir un CA diversifié. Donc, il y a une nouvelle tension ici entre diversité et représentation. Il y a une autre tension qui émerge entre l'aspect recrutement, donc on va recruter, on va chercher des membres, et d'un autre côté, on va chercher d'un autre côté, on veut que ça soit bénévole. Ça entraîne évidemment des réactions qui sont, par exemple, la création de profils, l'intégration de membres externes, des techniques de stratégie de recrutement, qui, elles, entraînent de nouvelles tensions au niveau du CA lui-même, entre, par exemple, l'aspect social et l'aspect économique, entre la représentation et ce qu'on appelle le stewardship, qui entraînent de nouvelles activités comme la formation et l'éducation, l'évaluation du CA, qui entraîne évidemment de nouvelles tensions au niveau du CA et aussi au niveau des individus, qui entraînent après ça de nouvelles stratégies afin d'essayer de gérer tout ça. Donc, vous voyez à gauche les différentes tensions qui émergent à différents niveaux et à droite, les tactiques, les stratégies qui sont créées par les organisations et afin de gérer ces tensions-là. Ce que ça nous dit… Je demanderais de conclure. Oui, voilà ma conclusion. Gouvernance professionnalisée de plus en plus, oui, mais avec des risques très forts de ce qu'on appelle la businessification, la marketisation et la dérive de mission qu'on voit d'autre part, mais qu'on a vu dans notre étude. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup, Myriam, aussi pour ce contenu. Ce qui nous laisse maintenant la place à la discussion sur les présentations qui, à la lecture des résumés, on peut se dire, OK, on voit des liens très précis entre les 2 projets, sur les 2 présentations sur l'économie circulaire. Mais moi, comme je travaille aussi avec un cadre sur les paradoxes, je crois que, bon, c'est sûr qu'en économie sociale, on est toujours dans le paradoxe de performance entre social et économique, mais
on se trouve aussi dans tout plein d'autres paradoxes qui ont été nommés plus explicitement dans la présentation de Luc et de Myriam sur bon, l'expertise, la professionnalisation et la représentation au sein des instances de gouvernance. Mais qu'on retrouve aussi dans la présentation que nous a faite Cynthia aussi sur mais comment le fait de donner une voix va avoir peut-être même un potentiel plus transformateur ou plus durable. Alors que moi, là, je fais un autre lien avec la présentation issue du même échantillon de Martine et qui amenait les modèles d'affaires. Alors, comment un modèle d'affaires a un potentiel transformateur? Est-ce que c'est dans quel pôle de tension, quelle stratégie ils vont mettre de l'avant dans ce modèle d'affaires-là, déjà de manière très opérationnelle, qui vont nous faire tendre vers une gouvernance démocratique qui va tendre vers vraiment un développement plus durable. Bon, je ne sais pas trop comment le traduire, toujours en sustainability, c'est toujours un peu délicat en français aussi. Alors, il y a tout ça pour moi qui se mêle au niveau des paradoxes, mais même je veux surtout terminer avec ce qui m'a marqué avec la présentation de Marie, Suzanne et de Marco sur le microcrédit qui nous laisse, si vous avez bien écouté aussi la présentation, sur le paradoxe que les organismes de microcrédit finissent par financer des organisations privées de logique capitaliste. Alors, comment moi je fais le lien à ce moment-là avec ce que Nancy Fraser nous a présenté hier sur là, à chaque fois je le fais à l'envers, le public power cannibalism. Alors, comment on en vient à adopter des stratégies qui s'empruntent aussi à la logique capitaliste et qu'on en vient à nourrir aussi cette logique-là par nos initiatives sociales, d'innovation sociale. Alors là, tout ce gros melting pot ensemble qui faisait pour moi là, une espèce de fil rouge là, avec la notion de paradoxe. Puis là, je voulais essayer de comprendre, moi, un peu comment ces modèles d'affaires-là, si on part de manière très opérationnelle, peuvent venir éclairer sur est-ce qu'on peut dire qu'il y a des bonnes ou des moins bonnes façons d'entrer dans ce vecteur d'économie même circulaire, là, si je prends ce modèle-là. Alors, je lance, là, j'ai vu qu'il y avait déjà des mains levées, je lance un peu avec ça, mon résumé que moi j'en faisais, mais je vois qu'il y a des mains levées, fait que je vais en profiter. Je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un dans les panélistes qui voulait intervenir à ma façon d'avoir vu ou analysé ça, puis après ça, je prendrais peut-être je commencerai avec la question avec de Dan. Ah, il y a Myriam. Ben, un autre fil rouge, moi, que j'ai vu dans les présentations, c'est beaucoup l'enjeu de l'inclusion. J'ai l'impression qu'un élément commun dans les 4 présentations, c'est l'idée qu'on se retrouve dans une perspective d'économie sociale et solidaire à vouloir concrètement mettre en place des manières d'être davantage inclusif puis d'aller au-delà des exclusions traditionnelles, des inégalités de classe qu'on connaît. Et de là découle un paquet de tensions différentes. Puis, tu sais, on est tout un peu justement dans la perspective tension-paradoxe. Puis moi, celle-là m'a semblé être un peu transversale sur l'ensemble de nos présentations. Oui, intéressant. Ouais. Martine? Moi, je ferais peut-être un lien aussi entre la professionnalisation et l'expertisation. Quand on regarde en économie circulaire, économie sociale, on se trouvait avec des experts du cycle d'analyse, du cycle vraiment avec des outils extrêmement rigoureux. Puis quand on regarde la professionnalisation dans les CA des coop, il y a cet enjeu-là d'aller chercher des experts qui soient financés. Et peut-être qu'on le retrouve aussi dans le crédit communautaire. Je ne sais pas s'il y a ce phénomène-là aussi. On a pu résister à ça du fait justement de rester un peu plus ancré localement. Et je vois peut-être un autre paradoxe que nous, on voit à travers l'économie circulaire, c'est le paradoxe technologique social. Et
Donc, pour continuer dans la voie des paradoxes, je m'arrête là. Merci. Martine, il y avait Marco ou Marie là, qui voulait intervenir aussi là-dessus. Je laisse Marie, vu que c'est elle qui a fait la présentation, intervenir. Et après, peut-être s'il y a du temps, je dirai un truc. Mais Marie, vas-y. Et je vais essayer d'être concise parce que là, au fur et à mesure qu'on rajoute des liens, j'aurai encore plus de choses à dire. Paradoxe. Oui, paradoxe et tension, c'est clair. Puis pour nous, c'était... puis plus on en discute aussi en écrivant le papier à trois, c'est de dire, est-ce que justement dans la capacité de jongler dans cette tension-là, mais j'aime bien dire que, tu sais, je pense que ça vaut pour plein de formules dans l'économie sociale et solidaire, mais c'est ce double ancrage-là toujours dans l'univers du développement, de la solution, de l'inclusion socio-économique, puis en même temps un ancrage très économique. Puis il n'y a pas, en tout cas, dans tout ce que moi j'ai vu comme pratique de microfinance, que ce soit au Sud ou ici au Québec, il n'y a pas pour prétention d'être post-capitaliste ou anti-capitaliste. On n'est pas là dans le projet politique. Ceci dit, il y a quand même une ambition de transformation du monde tel qu'il est, mais cette tension-là, je ne pense pas qu'elle soit ça-là, puis je ne pense pas que ça soit souhaitable qu'elle soit résolue non plus. Parce qu'il me semble que c'est peut-être ce qui fait la richesse, justement, parce qu'en tout cas, moi, ce qui m'animait quand j'étais allée recruter Suzanne et Marco pour le papier, c'était qu'est-ce qui peut bien expliquer que, pour moi, le crédit communautaire québécois, c'est un peu comme le dernier des Mohicans là, dans le milieu de la microfinance. C'est très rare d'avoir des modèles qui résistent comme ça. Et peut-être que c'est justement le fait que cette tension-là est restée vivante, puis que le projet social de la microfinance à la québécoise n'a pas été complètement avalé par la dérive commerciale qui fait qu'il y a encore un ancrage. C'est ça que j'aurais envie de dire. Puis sur le paradoxe technologique et social, oui, ça existe, mais pas dans le crédit communautaire québécois. Mais il y a des tendances très fortes de l'inclusion des fintechs, de technologies financières en inclusion sociale, en particulier au Sud. Ben là, j'avais le pied virtuellement dans une autre séance aujourd'hui. J'ai mon collègue Sylvain et Andréane qui travaillent. Tu sais, ce qu'on fait sur la fondation Mastercard en Afrique, c'est exactement là. On essaie de développer de la technologie au bénéfice de l'inclusion. Puis là, oui, il y a des tensions au niveau de l'expertise aussi, mais là, c'est dans l'autre panel. Fait que je ne vais pas mélanger les cartes. Oui, merci. Marco, tu voulais rajouter? Oui, exactement. Bah, tout d'abord, juste dire que moi, je travaille sur la question du travail, sur les parcours de vie, etc. Donc, moi, c'est vraiment Suzanne Tremblay qui m'a amené, et avec Marie, sur le crédit communautaire, quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc, d'ailleurs, dans d'autres travaux, j'ai travaillé longtemps sur cette question de l'hybridation, comme disait Marie, et que c'est un élément important. Mais moi, je pense que l'élément, comment dire, qui peut sauver, entre guillemets, et qui peut faire en sorte que ces petites entreprises soient pas, comment dire, dans les vagues du marché, mais qui soient ancrées dans le social, donc qu'elles soient encastrées, comme dirait Polanyi, dans le social, et qu'elles soient aussi encastrées dans les territoires, c'est l'accompagnement. Je pense que dans la recherche avec Suzanne et Marie, on a vu aussi avec un étudiant qui a travaillé avec Suzanne et moi au Bas-Saint-Laurent, Alain Bruyère, on a vu qu'il y a un élément important dans l'accompagnement. Donc, c'est le moment de monter l'entreprise, mais c'est aussi après que l'entreprise est montée. Et donc, il y a cette question, je ne sais pas si Suzanne voudra ajouter quelque chose, il y a cette question du lien avec l'entrepreneur. Parce que c'est sûr que si l'entrepreneur n'est pas accompagné, qu'il est un peu à, comment dire, à la merci, je ne sais pas si on dit comme ça en français, du marché, c'est clair que c'est là qu'il risque aussi d'être touché par la précarité, il est vraiment à la merci du marché. Mais donc, c'est vraiment le fait de pas contrôler, mais en quelque sorte garder toujours
Polanyi dirait double mouvement, Nancy Fraser dirait triple mouvement, mais garder dans ce mouvement-là, garder l'ancrage social territorial fort. Merci. Est-ce que... oh, là, Marco, de fermer le micro. Ça fait de la réverbération. Merci. Ça va être plus facile si tu le fais que moi, que j'essaie de te trouver. Je sais qu'il y avait Geneviève qui avait levé la main en tant que panéliste. Est-ce que c'est pour intervenir tout de suite sur la question ou... Non, non, je ne suis pas en tant que panéliste. J'ai des questions. Là. Je ne suis pas panéliste, moi. Ben, tu es dans la présentatrice, je crois. Dans la liste. Non, tu n'es pas aujourd'hui. OK, excuse-moi. Peut-être là, je fais des amalgames. Alors, je vais donner la parole. Là, il faut que je fasse ma job. Je vais donner la parole à Dan. Merci Maude. Merci beaucoup pour les présentations fort intéressantes. Puis depuis hier que je fais des liens avec tout ce qu'on voit dans le colloque. Et puis, en fait, Maude a un peu volé ma question parce que c'est un peu la question que je voulais poser, mais peut-être sur un autre angle. C'est-à-dire que, en fait, j'en ai une petite autre après pour Marie, Marco et Suzanne, qui est plus pratico-pratique, mais plutôt, je vais commencer par la première d'ordre plus général. Hier, on discutait dans deux panels, en fait, qui portaient tous les deux sur un peu comment concevoir l'innovation sociale de manière transformatrice ou émancipatrice, selon les termes. Et puis, c'est un peu la question que soulevait Maude, c'est-à-dire, dans toutes ces expériences-là, je voyais aussi également ce fil conducteur, si on veut, de cette tension. Hier, on appelait ça hybridation. Dans un terme plus classique en sciences sociales, on appelle ça des contradictions depuis Marx. Et puis, donc, ça traverse toutes ces expériences-là. Et je crois que c'est tout à fait normal et je crois que ça a toujours été le cas. Mais je crois aussi que c'est peut-être une des raisons pour laquelle l'économie sociale en général a perdu un peu de son mordant politique au fil du temps. Si on regarde ce qu'elle était à son origine au 19e siècle versus ce qu'elle est aujourd'hui, donc ce fameux tiers secteur qui s'accommode très bien entre le privé et le public, ben, il y a l'économie sociale. Et puis, bon, eux autres, ils font un job que ni le public ni le privé veut faire. L'économie sociale le fait. Et tant mieux pour tout le monde est satisfait, tout le monde est content. Donc, c'est par ça que je veux dire qu'un manque de mordant politique, un manque peut-être de projet politique même. Et donc, ces contradictions-là reflètent en quelque sorte ce phénomène-là. Et j'aimerais savoir un peu, entendre de tout le monde, comment on fait pour en sortir et peut-être pour même redonner un peu une avenue, disons, plus transformatrice, émancipatrice, si on prend le vocabulaire d'innovation sociale, à toutes ces expériences-là, c'est-à-dire économie circulaire, économie sociale et solidaire, crédit communautaire, etc. Comment on sort de ça, finalement? Donc, ça, c'est ma question un peu générale. Et une question plus particulière, comme je disais, à Marie, Suzanne et Marco. On a parlé tout à l'heure dans l'atelier précédent que j'animais avec Sylvain, entre autres, sur la tension entre autonomie politique et autonomie financière. Donc, la question, encore une fois, d'une contradiction entre qui finance des projets qui se veulent, dans ce cas-là, libertaires, voire anarchistes. Le crédit communautaire et même les obligations communautaires que le bâtiment 7 a utilisées pour financer une partie de ces projets, est-ce qu'il y aurait une manière de faire en sorte que ces choses-là, ces innovations sociales-là, justement, puissent avoir plus de portée pour financer des projets ou au contraire, peut-être la vocation est justement de rester à petite échelle et de justement financer des plus petits projets. Mais je me pose la question, c'est vraiment une réflexion ouverte, est-ce qu'on peut prendre ce type d'initiative-là et essayer d'en faire quelque chose qui aurait une portée plus grande pour des projets peut-être plus importants, ou au contraire, est-ce que la vocation est vraiment de rester à une échelle plus modeste? Merci pour ces deux questions. Je ne sais pas qui veut se lancer à répondre à la première. Ou moi, déjà, même, je vois là-dedans quelque chose d'une notion quasiment d'avoir apporté un jugement sur ce qui est bon et pas bon, ou qu'est-ce qui a un bon potentiel de transformation sociale, puis d'avoir déterminé ces critères-là et d'en mettre un jugement même moral au bout du compte, basé sur des valeurs, là, mais encore la question de est-ce qu'il existe des bonnes ou des moins bonnes innovations sociales? Si je peux me permettre, Suzanne Tremblay, mon nom. Oui. Alors, rappel.
moi, je suis professeure en développement régional, en développement local, et c'est sûr que dans l'esprit du développement local, le projet, c'est de faire du développement local partout. Fait que c'est un projet macro, mais qui passe par le micro. Tu sais, on peut dire ça comme ça. Donc, dans ce sens-là, le crédit communautaire, ça répond à ça. C'est une des formes. C'est pas la seule forme, au contraire. Il y a le développement social avec tout le secteur communautaire. Il y a l'entrepreneuriat plus classique lui-même. Il y a l'économie sociale, bon, qui n'est pas nécessairement du crédit communautaire, mais qui est, bon, les organismes associatifs, les coopératives, les OBNL qui font de l'économie sociale. Et il y a le crédit communautaire qui, lui, crée plus d'entreprises, de micro-entreprises privées. Hein? Il crée aussi des entreprises associatives, mais vraiment en moindre proportion. Donc, il y a tout ça dans ce paysage-là. Et pour moi, ce potentiel de transformation-là, ben, il y a Ziegler qui en avait parlé, comment transformer, si vous voulez, à l'échelle macro à partir des initiatives micro. C'est vraiment ça l'idée un peu de ça. Mais vous savez, c'est comme une mosaïque. Hein? Chacun agit dans son carré de mosaïque et ça finit par former une grande mosaïque, mais bon, c'est pas nécessairement coordonné, c'est un peu ça qui se passe. Si on regarde ça à l'échelle micro, mais c'est sûr que à l'échelle internationale, le microcrédit, eux, ils ne sont pas financés par l'État. La grosse différence ici, pourquoi il y a de l'accompagnement, pourquoi il y a de proximité, mais c'est parce que l'État finance. Et d'ailleurs, en 2014-2015, ils ont failli ne plus financer le crédit communautaire dans la foulée de l'austérité. Et le modèle québécois a bien failli, de crédit communautaire a bien failli s'en aller, mais finalement, ils ont décidé de plutôt laisser les organismes locaux un peu partout sur le territoire québécois et de finalement continuer, de même bonifier les fonds de capitalisation. Pourquoi ils ont fait ça? Bon, on ne le sait pas, mais c'est sûr que l'entrepreneuriat privé, hein, c'est quelque chose qui tient à cœur au gouvernement de l'époque, qui était le gouvernement libéral, et ça demeure quand même une priorité pour, bon, maintenant on a un gouvernement caquiste et ça demeure encore une priorité, ce qui est l'entrepreneuriat. Mais moi, je pourrais vous dire, dans le fond, que les micro-entreprises, ça a à la fois des bons côtés et des mauvais côtés. C'est-à-dire qu'au niveau du développement social, c'est vraiment à l'intersection des deux, l'employabilité, miser sur le potentiel des personnes. Et d'ailleurs, dans leur discours, ils parlent beaucoup de ça, les gens du crédit communautaire, des organismes de crédit communautaire, miser sur le potentiel des personnes, etc. Donc, ça, c'est vraiment tout le côté plus développement social. Mais en même temps, bon, ben, comme on le dit dans la présentation, c'est que le paradoxe est là, il crée à plus de 60% des micro-entreprises privées. Donc, mais vous savez, c'est pas juste eux qui font ça, là, hein. Il y a plusieurs secteurs qui contribuent à faire ça. Donc, ça fait partie aussi de la donne. Et bon, ça fait partie des tensions, mais moi, je vois pas ça d'une façon antagonique. Je vois ça que c'est plus une façon de travailler à l'échelle micro pour bon, travailler peut-être dans une optique plus macro qui est celui de changer, si vous voulez, la situation à partir des petits milieux. Mais ça, c'est une prof en développement local qui vous dit ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Suzanne. Il y avait justement Raphaël qui voulait rebondir sur la question ou peut-être même là-dessus, parce que là, j'ai vu, moi, des liens avec l'aspect de la mosaïque, les collaborations, la synergie là, que Cynthia nous parlait tantôt. Mais là, peut-être que je vais toujours trop loin. Là. Désolée. Oui, merci Maud et merci Dan pour ton bonne intervention. Donc, je n'ai pas la réponse, c'est clair. C'est une question très difficile et importante. Mais ce que je trouvais intéressant quand on a fait ce travail avec Cynthia et les collègues sur l'intersection économie circulaire et économie sociale, que pour moi, c'est devenu encore plus clair que les deux, ce sont des projets politiques et qui sont vraiment insérés dans des actions publiques. Et je crois que ça, c'est vraiment important en ce moment aujourd'hui et que Nancy Fraser a parlé hier.
on est dans le temps du Green New Deal et du Big Government, donc il faut faire très clairement que ce sont des projets politiques et il y a des grandes opportunités là. Et je crois qu'il faut communiquer ça d'une voix très claire. Et je vois aussi beaucoup d'opportunités dedans si on fait ça. Mais il faut, comme je crois Maud avait dit en avant, être très prudent là. Et là, le microcrédit est un très bon exemple comme Maud, vous avez parlé du public cannibalism, si j'ai bien compris. Donc, avant, j'avais un projet avec des collègues en Europe sur le microcrédit en Hongrie, je ne sais pas comment on dit. Et là, l'expérience était très intéressante de ce programme qui s'appelle Cute Way Out pour des Romains dans ce pays. Ils ont commencé avec le microcrédit classique de Grameen, mais ils ont compris après un an que c'était pour eux, ils ont vraiment dit ça, c'est un programme d'esclavage. Ça a renforcé l'exclusion. Donc, ce qu'ils ont dit, ils vont continuer avec les crédits, mais sans le collatéral social pour améliorer la confiance. On va faire un investissement dans l'individu et ses projets et avec un focus beaucoup élargi sur le mentoring et le coaching parce qu'ils ont dit si on veut vraiment aider l'entrepreneuriat pour des personnes exclues, un des grands défis, c'est de créer les liens de cette personne avec d'autres partenaires parce qu'ils ne sont pas les fameux bonding capitals, etc., pour vraiment se créer un marché. Donc, ils ont commencé avec le business, mais ils ont vraiment le modifié pour avoir un effet social. Et ça, c'est lié peut-être aussi à une question que j'ai à Luc avec le risque de businessification, si j'ai bien compris. Et je crois dans le vidéo, il y avait aussi un commentaire que ça, c'est lié à l'organisation des fédérations des organisations. Et donc, j'aimerais bien un peu plus comprendre comment les réseaux et les fédérations enforcent ce risque de businessification, si j'ai bien compris. Justement, Luc, c'était pour toi. Écoute, merci. Rapidement, Raphaël, en fait, les réseaux peuvent faire les deux. Donc, ce qu'on appelle les organisations faîtières peuvent, d'un côté, on le voit dans le cas, par exemple, des coopératives funéraires, les organisations faîtières ont vraiment permis de conserver la raison d'être coopérative dans ce cas. Mais on le voit dans d'autres organisations faîtières, entre autres les travaux de Stéphane Jaumier en France sur les coopératives de travail, que certaines organisations faîtières, au contraire, font tout pour rendre les coopératives, dans ce cas-là, plus comme des entreprises capitalistes de base. Donc, on voit que l'organisation faîtière peut vraiment faire les deux. Mais moi, je voudrais répondre à la question, très rapidement à la question de Dan, à laquelle je n'ai pas de réponse, évidemment. Comment se fait-il que l'économie sociale a moins de mordants? Ça, je ne peux pas répondre à cette grande question-là. Une chose, par contre, à laquelle on a remarqué avec Myriam dans les travaux, puis on remarque aussi avec le cas de MEC, ce qu'on remarque, c'est que les entreprises d'économie sociale sont des entreprises qui sont nécessairement hybrides. Elles acceptent cette hybridité-là. Et si on se positionne dans un point de vue du paradoxe, l'enjeu, c'est lorsque un des pôles du paradoxe en vient à obscurcir l'autre pôle complètement. Et donc, dans le cas de l'expertise représentation, ce qui s'est passé avec MEC, c'est qu'on a voulu aller vers une forme d'expertise, aller chercher des experts, mais on a oublié la représentation. Ça, c'est une première chose. Mais d'une autre chose qu'on a oubliée, c'est que l'expertise, l'expertise, ce n'est pas uniquement de l'expertise financière, c'est aussi l'expertise coop. Donc, ce n'est pas une dérive de mission qu'il y a eu, c'est une dérive de raison d'être. Et il y a beaucoup ça dans plein d'entreprises d'économie sociale où, d'après moi, ce qui arrive, c'est que on devrait embrasser, comme le disait Marie, on devrait garder la tension vivante. C'est Marie qui disait ça, garder la tension vivante, puis je trouve ça très beau comme formulation, mais on ne la garde pas vivante, parce que pour la garder vivante, il faut, lorsqu'il y a un pôle qui est majoritaire, qui est plus fort, qui est plus solide, il faut qu'absolument que ces gens-là, ou ceux qui représentent ce pôle-là, tiennent compte ou embrassent, ou pour utiliser la métaphore du caring, éduquer vers le pôle minoritaire. Et ce qu'on voit dans plein d'organisations d'économie sociale, c'est qu'il n'y a plus de, justement, ils n'embrassent plus le pôle minoritaire.
et il se coupe. C'est comme si la tension était coupée en deux au lieu de la garder vivante, comme dit Marie. Puis je pense que c'est vers ça qu'il faut essayer de revenir. Et je pense que c'est ça qu'aide la perspective des paradoxes. C'est de dire, voici, tu as plein de paradoxes. Faites attention de ne pas vous couper du paradoxe. Faites attention de le garder vivant. Et c'est ce qui fait qu'on est capable de se renouveler. Je ne réponds pas à ta question, Dan, mais en tout cas, c'est la réflexion continue. Il y avait Martine qui voulait aussi intervenir. Je sais qu'on a aussi d'autres questions, d'autres personnes qui ont demandé de poser des questions. Alors, Martine, est-ce que tu voulais répondre? Dan, je trouve que des fois, c'est un peu un pavé dans la mer de faire une grande généralisation comme ça. Et donc, je pense qu'on pourrait en discuter plus largement. Mais je dirais qu'il faut parfois éviter d'être nostalgique sur l'histoire, parce que moi qui ai étudié la structuration des coopératives laitières au début du siècle, à l'époque, moderniser l'industrie laitière, c'était très innovant, c'était extraordinaire, on allait permettre à nos régions de vivre. Puis aujourd'hui, parfois, j'ai presque honte d'en parler parce qu'on se dit, ouais, c'est trop industriel, l'industrie laitière, etc., etc. Et donc, il faut éviter, je pense, cette nostalgie de l'histoire. Et moi, quand je regarde dans les différentes initiatives et modèles d'économie circulaire, ben, il y a d'autres choses que des grandes entreprises d'insertion qui sont très drivées par le marché. On a les mutualisateurs, on a la remise, on a des éco-designers qui veulent transformer, par exemple, la façon d'utiliser tout le matériel écocéno qui est jeté suite à des représentations théâtrales de 3 soirs. Il faut, moi, je pense, franchement, regarder un peu plus à l'intérieur les dynamiques et s'intéresser aussi aux trajectoires. Puis pourquoi est-ce que le modèle d'économie sociale a dérivé, etc. Moi, je pense qu'il faut apporter un petit peu plus de nuance. Je m'arrête là, mais je suis ouverte à une belle discussion là-dessus. Merci beaucoup, Martine. Et officiellement, il resterait 2 minutes là, puis pour après ça aller se rafraîchir pour la présentation, la conférence de clôture. On peut toujours rester puis discuter, là, mais il y avait une question, il y avait la main levée de Mylène Pinard-Labé. Oui, bonjour tout le monde. Super présentation, vraiment intéressante. Moi, je voudrais revenir un peu sur les croisements que vous avez faits au niveau de l'économie circulaire et de l'économie sociale. Je pense, entre autres, dans l'étude de Mme Vézina, vous avez regardé l'échantillon, c'était des entreprises d'économie sociale dans lesquelles il faut avoir un intérêt en économie circulaire. Mais je voulais savoir si vous avez commencé à regarder aussi des entrepreneurs sociaux qui ont des modèles plus traditionnels Inc., qui se revendiquent comme étant faisant partie de l'économie circulaire et pourquoi ils ne choisissent pas les modèles d'économie sociale. Pour en avoir rencontré quelques-uns, parfois leurs modèles de gestion sont très similaires à ce qu'on retrouve en économie sociale. Ils ont aussi une certaine volonté de laisser beaucoup de place à la démocratie, entre autres, à l'intérieur. Mais je me demande s'il n'y aurait pas un problème de visibilité, tant au niveau, je me demande le rôle que peut jouer l'université au niveau par exemple, de la promotion des startups et des incubateurs aussi qui sont très actifs au niveau des gens qui ont la volonté de faire des projets d'économie circulaire, donc dans le choix carrément du modèle d'affaires qui va être choisi et de la forme de l'entreprise qui va être mise en place. Ben, peut-être rapidement. Le choix, évidemment, le choix était d'aller vers des entreprises d'économie sociale. Ici, trouver, Raphaël, je pense que vous l'avez vu, il y a eu des organisations qu'on croyait d'économie sociale, finalement, qui ont plutôt choisi un modèle Inc. Et si je me rappelle bien, c'était pour des raisons de capitalisation. Donc, je ne me rappelle plus exactement c'était quel modèle. Donc, je dirais que non, la volonté n'était pas d'aller vers l'entrepreneur social, c'était justement de montrer cet autre véhicule-là collectif, plus ancré localement. L'entrepreneur social n'est pas toujours ancré localement. On était vraiment aussi sur des dynamiques de territoire, etc. Et donc, c'était justement de montrer cet autre véhicule-là. Hein. Puis bon, je pense, moi, que les universités, pour venir d'une école de gestion,
doit mettre beaucoup de l'avant le modèle de l'entrepreneur social et de l'entreprise classique comme start-up. L'enjeu n'est pas là, il est plutôt de mettre de l'avant justement le produit, le modèle de l'entreprise collective. Et donc, je pense que c'est pour ça que, je pense pas, mais c'est vraiment pour ça que c'est l'angle qu'on a pris pour rendre plus visible ce modèle-là et se poser la question, est-ce qu'il donne des résultats, des effets, on n'est pas rendu encore aux impacts sociaux comme Raphaël le dit, et environnementaux plus forts. Et puis ça m'amène peut-être aussi à cette... Dan, tout à l'heure, tu disais, bon, on voit les entreprises d'économie sociale qui sont là où l'État ne veut pas être, mais dans les modèles qu'on voit, on voit en fait qu'une fois que des modèles d'entreprises d'économie sociale réussissent, disons, à solvabiliser des marchés, ben là, on voit les entreprises privées arriver. Et la question, ben, c'est est-ce qu'on professionnalise la gestion, est-ce qu'on professionnalise le bilan, ou on sort de là, qu'on laisse la place aux entreprises privées. C'est ça la dynamique aussi. On ouvre des marchés, on ouvre des possibilités de marché social, je dirais. Et une fois qu'ils sont ouverts, on a trouvé des solutions innovantes pour arriver à pérenniser économiquement ces organisations-là, ben, on voit le privé arriver et prendre souvent les portions les plus lucratives de ces marchés-là. Et donc, c'est ça aussi tout l'enjeu de l'institutionnalisation des entreprises d'économie sociale. Est-ce qu'elles se battent pour rester là ou bien elles vont sortir et laisser des modèles classiques et générer de l'exclusion au bout du compte? Donc, voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Mylène. Oui, ben, en fait, ce côté-là, c'est vraiment, ça rattache un peu à ce que je voyais déjà que vous faisiez dans vos travaux, mais c'est vraiment de voir pourquoi je pense que l'économie sociale est très reconnue au Québec au niveau des enjeux sociaux, mais pourquoi les entrepreneurs qui décident de partir, par exemple, d'adhérer à l'économie circulaire, pourquoi ils n'ont pas le réflexe d'aller voir, par exemple, les modèles alternatifs comme des coopératives, des choses comme ça? Là, on a dépassé un petit peu notre temps, puis c'est super intéressant. Puis je vois encore le désir de continuer. Alors, l'idée, c'est pas d'arrêter ça, mais juste de vous dire que dans 12 minutes, il y aura la conférence de clôture là, de Dominique Méda et j'ai oublié son prénom parce que là, je veux gérer bien mon temps là de Julie Batilana. Désolée. Alors, Pardon? C'est à midi, la conférence de Dominique. Oui, mais ça, dans 12 minutes. C'est pour ça que je dis ça, là. C'est dans 12 minutes. Alors, mais on peut continuer la discussion. Moi, c'est que je veux surtout pas vous l'arrêter si vous souhaitez la continuer, mais je veux juste vous dire cela. Parce qu'il y avait Geneviève qui voulait aussi intervenir, poser une question. Est-ce que j'y vais, Maude? Oui. Vas-y, il y a encore du monde, au pire, vous disparaissez de l'écran. En fait, au moment où j'avais levé la main, on parlait beaucoup des tensions technosociales, notamment entre économie sociale, économie circulaire qui part peut-être plus justement de l'aspect techno, mais je pense que justement le projet qu'on mène au TIES, j'ai oublié de dire, je suis du TIES, je vais aller vite, sur les synergies entre économie sociale et économie circulaire, ça montre qu'il peut y avoir une jonction entre les deux. Puis, quand Cynthia a terminé sa présentation en disant est-ce que à partir de l'économie circulaire, on pourrait aller au-delà des synergies plus industrielles puis créer des synergies sociales, bien, j'ai pensé à un cas qu'on étudie dans le cadre de ce projet-là, qui est celui de Réemploi Plus au Lac-Saint-Jean, où j'ai l'impression que, en fait, c'est une initiative, c'est pas encore une entreprise qui a terminé là, son prédémarrage, mais cette initiative-là part d'une volonté de synergie sociale. Fait que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là. Ensuite, sur la présentation en fait que Luc a fait, mais qui sont les travaux aussi de Myriam, ben, j'ai l'impression que la tension sur la professionnalisation, c'est aussi une tension entre l'inclusion, le désir d'inclusion de l'économie sociale puis le désir de performance. Puis on a commencé aussi au TIES des travaux sur la gouvernance démocratique. Et je dirais notre prémisse de base, puis on n'a pas encore trouvé comment prouver ça, mais c'est de se dire,
que la gouvernance démocratique peut mener à une réelle démocratisation de l'économie. Et dans cette réelle démocratisation de l'économie-là, il y a un aspect empowerment, donc il y a l'aspect vraiment inclusion au sein des conseils d'administration qui permettent aussi d'avoir un partage du pouvoir, puis un peu dans le sens aussi d'avoir des réels lieux de délibération. Je fais un lien là avec la conférence de Loïc Blondiot qu'on a eue en début de colloque, mais je pense aussi qu'il y a un potentiel là pour que l'économie sociale ait son mordant si on arrive à je dirais, dépasser un peu cette tension-là, inclusion-performance, pour qu'il y ait cet aspect-là de démocratisation de l'économie qui soit plus de l'avant dans les conseils d'administration, mais ultimement dans le rôle de l'économie sociale. Donc, je vais arrêter là parce que il y a je pourrais dire plein d'affaires, mais il n'y a pas beaucoup de temps. Mais merci. Je pense que Dan, c'est encore là. Ça répond entre autres à un aspect là, que Geneviève apporte. Là. Est-ce que là, moi, je pense que j'avais fait le tour de ceux qui me. Là, tout s'est perdu dans. Je pense qu'il y avait Marco ou là, Marie qui voulait. Ah, il y a Vincent aussi. Vincent qui voulait intervenir. Je vais laisser Vincent intervenir dans ce cas-ci. Non, laisse faire. Regarde, il reste 8 minutes. Là, on prendra une autre fois. C'était dans la suite de ce que Geneviève disait. Alors. OK. Super, merci. Là, c'est ça, je ne veux pas vous couper le sifflet. C'est pour ça que je veux vous laisser continuer de réagir parce que je trouve ça tellement intéressant. Avec Marco. Moi, je suis juste touché par un élément qu'a souligné Dan. Ça me chicote, là, comme on dit en français. La question, il parlait d'ailleurs d'échelle plus modeste. Moi, je ne suis pas d'accord, pas du tout avec cette manière de la nommer. Parce que c'est peut-être une échelle plus locale, plus micro, même plus individuelle, mais je pense que ce n'est pas une échelle forcément modeste. Et évidemment, on touche des individus, mais en même temps, justement, c'est comme tu en parles beaucoup, la question de l'empowerment, ça agit aussi sur les individus, sur leur parcours de vie. Donc, et on sait que certains entrepreneurs, dans les milieux ruraux, par exemple, peuvent avoir un rôle très, très important. Le fait qu'il y a, je sais pas, une épicerie ou quelqu'un, par exemple, Suzanne, je pense qu'au Bas-Saint-Laurent, on avait trouvé quelqu'un qui travaillait avec le miel, les abeilles et tout ça, qui ramène aussi des traditions peut-être perdues. C'est sûr, ça n'a pas un impact de changer le monde, mais ça peut changer la vie de certaines personnes, des habitants de certains milieux ruraux. Donc, moi, j'ai certainement une vision plus incrémentale que la tienne, mais pas pour ça moins radicale. Je suis d'accord avec toi, c'était pas modeste, c'était vraiment local que je voulais dire. J'ai dit modeste, mais c'était pas ça du tout. Non, mais hier, tu sais bien qu'hier, dans la session où il y avait aussi Margie Mendel, on a beaucoup parlé de cet élément et j'ai bien compris et je trouve intéressante ta position et celle des autres comme Jonathan, etc. Mais moi, je ne les vois pas forcément en contradiction avec l'approche mainstream de crise. Et je pense que, bref, je voulais juste dire ça. C'est intéressant, les recroisements avec tous les autres ateliers. On poursuit des conversations. Je voulais prendre le temps vraiment de vous remercier d'avoir bien discuté, bien réfléchi.